Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis trop contente de refilmer comme ça, de faire de nouveau une vidéo un peu plus habituelle où je vous parle directement et tout. Bref, là, on se retrouve par rapport avec Noël, par rapport avec le froid, avec un certain challenge que je ne nommerai pas, par rapport avec... Bon, hein, on va faire une pause. On va parler de Noël plus tard, faites-moi confiance parce que Noël, c'est mon moment préféré de toute l'année. Mais là, on va plutôt parler d'une BD coup de cœur, mais genre coup de cœur, je crois que c'est parmi mes BD préférées de toute la vie, qui est pleine de douceur, pleine de poésie, et qui, je trouve, fit quand même avec Noël, et qui, voilà, fait un très beau cadeau, ou bien pour vous-même, ou bien pour des gens autour de vous. Donc on va parler. Et en fait, je dis BD, mais pour être plus exact, c'est un manhwa, donc une BD coréenne. Et c'est donc La bicyclette rouge, écrit par l'auteur qui est aussi poète, je crois, Kim Dong-hwa. Donc là, moi j'ai le deuxième tome, mais je vais vous mettre des images autour, parce que c'est 4 tomes parus, et c'est un coup de cœur. Plein d'amour sur ce livre. J'ai essayé de faire un cœur et c'était... Ah, ça marche, de mon point de vue. Est-ce que ça marche du vôtre? Voilà, c'est l'amour. On se retrouve en Corée, évidemment, dans un village reculé. Et dans ce petit village, eh ben, il y a un facteur qui va passer, qui va donner les lettres aux gens, parce que c'est sa job. Et donc lui, il se promène en bicyclette rouge, et il est le fil rouge, voilà. Et donc on se retrouve avec plein de courtes histoires qui se passent toutes dans ce village-là, avec comme fil rouge, eh bien le facteur et sa bicyclette rouge. Ça peut faire 4 pages, parfois 5, rarement plus. C'est vraiment toujours très simple et ça va traiter de plein de sujets assez étendus mais qui touchent un peu tout ce village-là. Ça reste extrêmement simple, presque en surface au final sur les personnages et en même temps ça va tellement en profondeur. Je vais développer un petit peu. Tout d'abord, la première chose qui frappe, c'est cette campagne-là, parce qu'on se retrouve avec en fait un tout petit village complètement reculé, perdu, d'agriculteurs, donc qui sont un peu coupés du monde, qui savent pas c'est quoi de la pizza, puis voilà, ils ont pas beaucoup de technologie. Et à côté, un village de nouveaux arrivants qui viennent d'arriver en campagne, qui viennent des grandes villes, et donc eux, ils sont un peu plus avec des grandes maisons huppées, puis ils ont le téléphone, puis ils ont des voitures, puis tout. Donc on a en partie la découverte en fait de ces manières de fonctionner là, donc que ce soit la manière de fonctionner des agriculteurs, on va voir un peu, on traite pas beaucoup de traditions quand même là-dedans, je sais pas si je pourrais le reprocher ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas on voit un peu leur manière de vivre, et à côté on voit la manière de vivre des nouveaux arrivants. Et tout ça à travers de l'œil du facteur, qui est, je crois, un étranger, c'est pas vraiment dit, mais qui a vraiment un œil très extérieur et qui juste observe tout ça et qui nous le rend. Fait qu'on on observe en fait ces histoires-là du point de vue du facteur tout le long. Et donc vraiment on se sent plongé en fait dans cette Corée-là. Ça va traiter entre autres choses du choc en fait, de la rencontre entre la société dite moderne et une société davantage traditionnelle, basée justement sur l'agriculture, qui va surtout, en fait le petit village va être surtout peuplé de personnes âgées dont il y a plus d'enfants dans ce village-là parce qu'ils sont tous partis dans les villes. Fait qu'on va observer un peu cet héritage en fait du passé dans ce village-là. Et un peu, ça va nous permettre de traiter justement de l'âge, entre autres, beaucoup de questions sur les couples qui vieillissent, on a des veufs, on a des veuves, sur la relation entre parents et enfants, que je trouve toujours tellement tendre et douce et belle. C'est un des sujets qui me marque le plus. Je crois que mes histoires préférées sont celles justement où on retrouve parfois un père et sa fille. Oh, c'est tellement beau. Et donc on a un peu cette confrontation, confrontation, je dis confrontation mais c'est pas comme ça là, mais on retrouve un peu voilà, le côté, la dualité entre justement le côté davantage reculé, traditionnel, tourné vers la nature, ils prennent le temps de regarder les choses, et de l'autre côté on a des gens pressés, qui ont beaucoup de travail, qui vont porter les enfants à la garderie, puis qui rushent un peu dans la vie.
et qui se retrouvent parfois dans cette campagne-là, puis qui ils se comprennent pas entre eux. Puis ça, je trouve que c'est toujours traité jamais avec du jugement, donc on juge ni les campagnards, j'ai envie de dire, ni les gens plus de la ville. Vu que c'est toujours à travers du regard justement du facteur qui est très neutre dans cette histoire-là, il est un peu entre les deux. Et voilà, donc ça c'est très intéressant, intelligent. Souvent c'est les histoires qui sont un peu drôles parce que, par exemple, on a une vieille dame qui attend devant sa maison puis qui est triste parce qu'elle reçoit jamais de lettres. Parce qu'elle reçoit juste des factures, mettons, par la poste, puis elle dit « Ah, ça me manque le temps où on s'écrivait des lettres. » Et puis là, à la toute fin, elle reçoit un appel téléphonique, puis là, elle est super contente. « Oh, mon petit-fils! » Puis là, elle est super contente de pouvoir parler au téléphone au final. Fait qu'il y a un peu ces confrontations-là que je trouve vraiment très drôles, très tendres également. Également dans cette BD. On se retrouve mais plongé au cœur de la nature. On est vraiment en campagne et puis on voit défiler des paysages magnifiques. Des grands arbres, des grandes routes, toujours avec le personnage de ce facteur-là qui va se promener à travers entre les maisons. Parfois, ça lui prend 30 minutes pour arriver d'une maison à l'autre. Fait que là, il regarde le paysage, il y a des ruisseaux, il y a des rivières, il y a plein de réflexions sur la nature, sur les feuilles mortes, sur les petites herbes qui poussent, sur les fleurs. Vraiment, c'est très... J'ai envie de dire tendre parce que tout est tendre dans cette BD là, mais c'est très doux, c'est très contemplatif et puis ça fait du bien. Et on arrive au dernier point qui enrobe tout ça, c'est-à-dire que tout ce dont je vais vous parler est traité avec une immense poésie. L'auteur de La Bicyclette Rouge est clairement poète dans l'âme parce que chaque petite histoire est comme une poésie. Vraiment. Même quand c'est un peu drôle, même quand c'est... Peu importe, il y a toujours un côté extrêmement poétique. D'ailleurs, la dernière case de chaque histoire apporte toujours une réflexion hyper, encore une fois, hyper tendre, hyper douce. Toujours extrêmement poétique. On compare la nature à la vie, on compare la technologie, on parle de tout ça. Et puis, waouh! Vraiment là, cette BD en fait est comme un poème en images, souvent avec des mots hyper poétiques. Souvent, il glisse des poèmes. Le tome 2, par exemple, est divisé en 4 parties. Chaque partie est une saison. Donc, déjà, les histoires qui se déroulent dans cette partie-là se déroulent dans cette saison. Donc, on a des réflexions sur la saison et sur comment les gens vivent cette saison-là. Par exemple, on a une saison, c'est l'hiver. Et puis là, le facteur, il prend beaucoup de retard à cause de la neige. Chaque personne qui croise vont lui dire « Oh, mais viens à l'intérieur, il fait froid, bois un chocolat chaud, viens, je vais te réchauffer. » Et puis, sa conclusion, c'est que si le courrier est toujours en retard quand il y a de la neige, c'est pas à cause de la neige, c'est à cause des gens qui sont trop gentils puis qui l'accueillent. Et bref, c'est super beau, la manière dont c'est traité. Et c'est, encore une fois, hyper poétique. Et chaque début de saison, en fait, on a une image. Je vais vous mettre des petites images... pour vous montrer un petit peu de quoi ça a l'air. On a l'image d'un arbre qui vit sa saison. Donc que ce soit l'été avec plein de feuilles ou l'hiver avec aucune, avec de la neige dessus. Et à côté, il y a un poème sur la saison. Comment dire que c'est juste parfait. C'est juste parfait, c'est tellement beau et juste et vraiment... Voilà, encore une fois, si vous aimez un tant soit peu la poésie, si vous aimez la nature, si vous aimez les trucs un peu contemplatifs, si vous aimez rire, pleurer, on fait tout ça là-dedans. C'est hyper émouvant. Moi, j'ai été souvent émue aux larmes en lisant certaines de ces histoires-là. Et c'est juste une BD qui fait extrêmement du bien, qui réchauffe le cœur. Tu lis ça et moi, j'approche presque ça de la méditation. Je me sens beaucoup plus tranquille après l'avoir lu, reposée, en paix avec moi, en paix avec autour de moi. Et ça me rappelle en fait la beauté des petites choses de la vie. Et voilà, je trouve juste que cette BD est parfaite et j'ai été extrêmement contente de la redécouvrir parce que pour moi c'était une relecture, je l'avais lue il y a plusieurs années. J'espère que je vous aurai donné un petit peu envie de découvrir cette BD là parce que on en entend très peu parler, moi j'en ai jamais vraiment entendu parler. Et j'ai envie en fait de vous donner envie de la lire et de la découvrir parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut faire du bien à tout le monde. Pour moi en tout cas c'est la pépite, c'est le truc rare que tu croises pas beaucoup.
forcément si est rare, tu le croises pas beaucoup, bravo Marie. Et puis voilà, donc on va s'arrêter là, hein, parce que sinon je vais me mettre à reparler encore et encore et encore. Et je vais vous quitter sur un petit poème qu'on trouve dans cette BD. Au revoir. Printemps. Je prépare mes couleurs pour remplir la feuille blanche de l'hiver. Mais la peinture n'a même pas le temps de sécher, que le printemps arrive à grands pas. Hop, hop, et voici quelques coups de crayon. C'est peut-être trop foncé pour des teintes printanières. Hop, hop, et pendant que je continue avec mes crayons de couleur, on voit s'épanouir les azalées, les magnolias et les forsythias. Les cornouillers et les cerisiers sont aussi en fleurs. Et c'est déjà le tour des lilas, dont les branches se parent d'attente parfumée.